Donc moi c'est Samuel Dugas, je suis installé ici depuis 2007. Voilà, c'était la ferme familiale. Il y a un site ici et un autre site de l'autre côté du bourg. Donc ici c'était du côté de mon papa, c'est la ferme familiale du côté de mon père. Et de l'autre côté du bourg c'était la ferme familiale du côté de ma maman, quoi. Donc voilà, il y a... Vos parents sont toujours sur l'exploitation ou plus du tout? Non, j'ai repris directement en exploitation individuelle et mes parents ils se sont installés, ils sont restés un peu là, puis après ils ont fait une maison dans le village. Voilà, mais ils ont beaucoup compté pour la transition. Et aujourd'hui encore, ils donnent des coups de main. Enfin voilà, ça a été une belle transition. Et donc vous êtes tous les deux co-exploitants? Vous et votre épouse? Alors aujourd'hui le statut, moi je suis en exploitation individuelle et Lydia, tu as commencé par... conjointe collaboratrice actuellement. En ayant démarré, comme tu dis, en salariat. Non, encore autre chose avant? Bah, ça c'est du personnel. Ah d'accord, ok. D'accord. Très bien. Donc salariat. À la ferme, les statuts, j'ai eu que le salariat. Salariat, ouais. Après salariat à mi-temps. Et puis là, aujourd'hui, conjointe collaboratrice. Et on est en train de... Parce que c'est un statut, on en parlait ce midi justement à table, avec des amis où c'est pas un statut satisfaisant, ni pour elle, ni pour moi. Et SIVAM installation transmission, une réunion du comment travailler, comment s'associer en couple, en plus spécifique au couple. Donc voilà, on est en train de travailler là-dessus. Mais tu as démarré un atelier de brebis. Agneau Viande l'année dernière. Ouais. C'est quelle surface l'exploitation? Il y a 50 hectares. Qui se compose de quoi entre prairies, culture? Ouais, c'est... Alors je vais dire une chose, puis après je vais me dédire, mais je la présente comme ça, c'est toute herbe. C'est en toute herbe, sauf 1 hectare de betteraves fourragères. Et derrière les betteraves, souvent je fais du mélange céréalier. Donc ça dépend, mais souvent c'est orge, seigle, pois, avoine, févrole, beaucoup de févrole. Et puis là il y avait très peu, c'est tous les sacs qu'on a fait aplatir. Donc là il n'y avait que 60 arts. Et donc ce qui fait que plus ça va, plus j'ai des rotations extrêmement longues, quoi. Et au départ, quand je me suis installé en 2006, j'avais un tiers, le truc classique, un tiers blé, un tiers maïs et un tiers prairie. J'ai continué comme ça, puis très vite avec l'adage, le SIVAM de l'Ille-et-Vilaine, j'ai pris de l'assurance pour faire le pâturage, là où je voulais aller, pour faire le pâturage. Puis petit à petit, j'ai baissé le maïs et j'ai baissé le blé, jusqu'au jour où j'ai arrêté le blé, en passant au mélange. Et puis le maïs, je baissais d'année après année. Et puis après, un jour, j'ai eu des gros problèmes avec les corbeaux. Puis ça m'a fait basculer. Voilà, au lieu de me battre contre les corbeaux, j'avais un dortoir là où il y avait au moins 1000 corbeaux. Donc au lieu de me battre contre eux, j'ai dit ok, c'est bien, je vais faire le pas d'arrêter. Vous avez élevé des corbeaux. Voilà. Vous avez arrêté en quelle année, le maïs? Ça fait, je pense que ça fait 5 ans. 5 ans? Ouais, tu dirais plus toi? Bah, moi j'ai jamais connu le maïs ici en 7 ans. 7 ans alors. Et ça fait, c'est dès que tu as amélioré les betteraves, du coup ça fait 10 ans peut-être? Non, ça fait pas 10 ans. Mais ça fait, voilà, ok, entre 7 et 8. Donc, votre système de pâturage, c'est de quand à quand? Votre système d'affouragement, c'est quoi alors? Votre système d'alimentation? Pâturage de... ici, de toute façon, on peut pas faire trop de pâturage hivernal parce que, mine de rien, c'est un peu hétérogène, mais j'ai très vite des terres de fond, la rivière passe en bas, là. Et donc, pas avant mi-février pour le pâturage. À partir de mi-février, voilà, des fois on est opportuniste, si on a des fenêtres en début février, on y va, mais voilà. En gros, de mi-février, elles commencent à sortir. Très vite, elles sortent aussi la nuit. Et puis après, à Noël. Jusqu'à Noël, elles ne reviennent pas dormir ici. Et à quel moment vous êtes passé chez Biolay pour travailler? Alors ça, je parle sous le contrôle de Lydia, j'allais dire 2017. Non, mais parce que pour les chiffres, je veux dire que moi. 2017. Ouais. Avril. Le 2 avril.
Vous avril êtes 2017. passé en bio ou vous étiez déjà Non. Ouais. Je suis passé en bio avec Lactalis. Ok. En quelle année? 2010. Ouais, c'est ça. 2010, J'étais pas là. j'ai fait la conversion, donc 2 ans. 2012, je livre en bio et je respecte mon contrat. Je fais mes 5 ans. Enfin, c'est 17, ça colle. Je fais mes 5 ans et 6 mois avant, bon, accompagné par Biolay, du coup, mais c'était assez simple parce que je fais juste, je crois que c'était 6 mois au moins de préavis et puis voilà, la lettre comme il faut. Et, bah, ils ont essayé de me retenir, mais là, c'était un dossier assez facile quoi, pour aller chez Biolay. Et pourquoi le choix du changement? Parce que j'avais envie d'être respecté. C'est vrai qu'avec Lactalis, bah, il n'y avait pas ce sentiment-là, quoi. Et puis en plus, à tous les points de vue, même au niveau des... Ça découle jusqu'aux chauffeurs laitiers, où des fois, c'est des relations conflictuelles avec les chauffeurs laitiers. Enfin, c'est très bizarre. Et puis bah, les problèmes de pollution qu'il y a eu au niveau de la sèche, là, à Retier. Enfin voilà, éthiquement, c'était dur de travailler pour eux. Donc, mais en même temps, se défaire, en tout cas continuer en circuit long et se défaire de Lactalis, bah, c'est pas facile, quoi, parce que les laiteries, elles viennent pas comme ça ici sur des secteurs d'autres laiteries. Et donc, il n'y avait que Biolay où là, c'était possible de travailler avec eux. Votre lait, où est-ce qu'il part? Votre lait, dans quelle usine, à quelle distance d'ici? Alors, bah, ça, c'est encore un autre problème, parce qu'effectivement, avec Biolay, on ne maîtrise pas... alors, on est à même de savoir où il va, mais ça arrivait parfois que ça parte en Autriche, parfois ça partait à Saint-Denis de l'Hôtel, et bah, en fait, voilà, on suit pas ça, qu'on n'a pas la maîtrise là-dessus, quoi. On est à même de le savoir. En AG, mais alors il n'y a pas eu d'AG l'année dernière, mais en AG, il y a un grand affichage où potentiellement on peut avoir l'information de où est dispatché le lait, quoi. Je sais que ça va, des fois ils en vendent à Tribala aussi. Enfin, voilà. Et en conventionnel, malheureusement, il y a du déclassement, quoi. Sous quel effet? Sous quel effet le déclassement? Eh bien, quand ils n'arrivent pas à écouler en bio. Depuis quand vous êtes confronté à ça? Oh bah ça a été un peu toujours le cas, et puis ça s'est aggravé. Ça s'est aggravé quand il y a eu l'afflux, l'accueil de nombreuses structures en bio. Il y a eu plusieurs vagues. Moi, j'ai fait partie de la vague du coup 2017, mais après il y en a eu. Et puis c'est vrai qu'à partir de 2016. On est passé de 600 à 1300. Producteur? Ouais. Sur... Ferme, structure. 1300 structures. Donc voilà, donc beaucoup de volume. Biolay, c'est ça? Comment? 1300 adhérents de Biolay. Voilà, C'est le chiffre actuel, là, les 1300? c'est 1400 presque aujourd'hui. Donc premier collecteur bio, quoi. Avec quelle incidence, vous, sur l'année passée, par exemple, vous pouvez mesurer l'incidence du déclassement sur votre prix, pas sur votre chiffre d'affaires, sur votre activité, Ah ouais, avoir des éléments tangibles de ce déclassement? Je ne suis pas en mesure de chiffrer, mais je sais que ça participe au fait qu'on a des prix qui plafonnent, quoi. Aujourd'hui, c'est quoi le prix? Alors en prix sur l'année, on va être autour de 430. Vous êtes monté beaucoup plus haut ou... Prix moyen. Ouais, parce qu'il y a eu. C'est du prix moyen? Ouais. On était plutôt sur du 460, 470. Ça, c'était quand c'était au top? Non, au top, je pense que c'était encore plus. Je pense qu'il y a eu des années. Alors, moi, à Biolay, du coup, j'ai pas ce recul-là, mais je sais qu'il y a eu, il y a un voisin qui a parlé. Ça fait déjà de plus de 10 ans où il y a eu des 500 euros, hein, les millilitres. Donc voilà, d'une manière générale, le paysage laitier en bio, ben là, en ce moment, ça fait l'actualité en plus, mais ça fait un moment qu'en fait que ça plafonne. Et nous, à Biolay, c'est vrai qu'on l'a connu juste un peu avant les autres encore.
Il y a des primes en plus, avec ce prix moyen qui est négocié à l'année, il y a des primes, enfin je sais pas si c'est à l'année. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'il y a une grosse saisonnalité, quoi. Ouais. Et il y a des primes en plus, primes pâturage, primes... non, fonctionne pas. Non. Il y a, il y a les primes qualité, quoi. Mais sinon, on a une démarche. On a une démarche qualité Biolay avec un cahier des charges spécifique, notamment la non-mixité des ateliers dans les élevages. Donc on va au-delà du cahier des charges bio. Donc là, c'est pas autorisé d'avoir un atelier conventionnel, même si c'est une autre espèce que le bovin. Et les aliments uniquement, s'il y a d'achat d'aliments uniquement français. Voilà. Mais à l'heure d'aujourd'hui, donc c'est pas valorisé. C'est pas une prime, mais ça fait partie du cahier des charges. Voilà, c'est ça. Et donc il y a aussi aujourd'hui, alors c'est passé il n'y a pas longtemps, mais l'interdiction des produits chlorés pour tout le lavage des aqueducs. Et donc aujourd'hui, c'est pour permettre d'arriver à pas déclasser du lait. Mais ça ne participe pas à l'augmentation du prix du lait. Et du coup, si on revient sur la question du bien-être animal, si on considère donc que le prix stagne et risque peut-être de baisser à terme, est-ce que ça peut vous freiner dans toutes les questions que vous vous posez encore? Vous nous direz ce que vous avez réalisé, mais est-ce que ça peut vous freiner dans vos ambitions d'améliorer encore? Bon, alors j'ai envie de répondre personnellement, non, mais c'est une question qui me semble corrélée complètement avec le prix. Je veux dire, pour avoir de l'ambition au niveau du bien-être, évidemment qu'il faut que ce soit valorisé. Mais même moi, ma motivation, elle serait d'autant plus grande si j'arrivais, après je vous parlerai de mes pratiques, mais si j'arrivais à valoriser le fait de comment je travaille, ça me motiverait, ce serait une reconnaissance qui ne serait pas négligeable. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui... ça n'est pas valorisé. Alors non seulement c'est pas valorisé, mais en plus je suis pénalisé parce que, avec mes pratiques, vous allez voir, mais j'ai une baisse de production. Et donc je suis pénalisé en fait. Je suis pénalisé parce que, aujourd'hui, je pense qu'il faudrait, et je crois que c'est mûr, la société elle est mûre pour l'entendre, quoi. Pour entendre ça. Et après ça pose la question de est-ce qu'on resegmente encore le marché du lait alors que les gens sont déjà perdus, et donc ça pose la question de comment est organisé le marché du lait. C'est vertigineux, mais il faut absolument aborder cette question de manière générale. Comment le communiquer et comment le valoriser. Donc ça veut dire où est-ce qu'on vend et comment. Oui, mais du coup quel paquet, il est où, on le trouve où ce paquet là, quoi. Est-ce que si c'est un paquet de plus sur un rayon de Leclerc, je suis pas sûr que ça suffise. Vous êtes en attente d'un label qui identifierait, reconnaîtrait, marquerait votre engagement pour le bien-être animal. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des labels ou est-ce que vous êtes en attente de ça? Moi, à ma connaissance, il n'existe pas de label. Il y a quelque chose qui pourrait s'apparenter, qui est la STG, la spécialité traditionnelle garantie lait de foin. Mais bon, là, on est sûr. Mais c'est pas directement du bien-être. Non, mais pour le coup, forcément, c'est. Non, alors, et encore que, c'est vrai. Je crois que l'affouragement en verre de maïs, ça passe dans cette STG-là. Donc, pour moi, si c'est associé au pâturage, si ça participe à la question du bien-être, parce que pour moi, c'est une question essentielle. En bovin, le bien-être, une des bases, c'est le respect physiologique du corps de la vache, c'est donc le pâturage. Et puis de tous ses organes et tout. Alors maintenant, est vrai que même le STG lait de foin, non, il n'est pas axé là-dessus. Et en plus, il peut être détourné. Donc, est-ce que je suis en attente? Oui, bien sûr, comme je l'expliquais. Mais alors, je pense que pour ça, il faut que ce soit lié à une échelle. Donc, alors, je vais sortir le fameux mot là qu'on entend, le territoire, mais quand même, là pour le coup, que ce soit associé à un territoire, et donc j'y crois pas moi que mon lait soit vendu en Autriche ou en Allemagne avec un label. Parce qu'il y a un label européen du bien-être qui est en cours de. Ouais. Vous n'êtes pas fan. Je suis sceptique. Un peu trop général, quoi, un petit peu trop englobant. Alors que le bien-être, c'est comme quelque chose de fractionné finalement, plein de pratiques. C'est ça. Ce serait plus quelque chose qui relèverait de la responsabilité de l'entreprise, de l'entreprise qui collecte votre lait, par exemple.
Ouais, c'est ça. Plutôt que d'une interpro ou C'est de Violet, quoi, faut s'engager. C'est ça. Et, mais Biolay, moi je suis attaché à Biolay, et, notamment du fait de ça qui m'a permis de quitter une entreprise avec laquelle j'étais lié et ça m'allait pas, j'étais mal à l'aise. Mais du coup ce grossissement là, vraiment trop gros, et cette échelle nationale a fait que aujourd'hui c'est difficile, et moi je crois en un redécoupage avec Violet ou d'autres, mais en fait je crois beaucoup pour justement être en mesure de valoriser des pratiques de bien-être, on va devoir les expliquer, mais ailleurs que dans des rayons de supermarché, quoi. Parce que je suis pas sûr que ce soit le lieu le plus propice, mais avec un beau logo sur une belle brique, ça fait pas le job, quel que soit oui. Puis une photo quelque part avec la vache derrière. Je sais bien. Il y a une réflexion autour du bien-être. Est-ce que dans le cahier des charges, est-ce que demain ils peuvent monter en puissance dans les exigences par rapport au bien-être Biolay, ou c'est pas du tout une discussion que vous avez avec les administrateurs, avec Biolay? Des formations peut-être. Comment? Des formations peut-être. Moi, je trouve que le bio a raté le bien-être. Ouais. Pour l'instant, non. Ils sont plus sur la biodiversité, Biolay en ce moment. Des accords avec LPO et tout ça, et donc c'est très bien. Mais non, sur le bien-être animal, c'est pas le sujet d'actualité du moment. Et oui, je suis d'accord avec vous. C'est mystérieux pour moi. Alors vous concrètement, vous me disiez, votre technique de travail, des incidents sur la productivité, enfin, je vais pas prendre un seul mot, mais sur... alors concrètement, vous, qu'est-ce que vous mettez en œuvre, qu'est-ce que est la spécificité de votre atelier au regard de ce bien-être? Servez-vous un cidre, pour ceux qui n'en ont plus. Merci. C'est vraiment 2 degrés en plus, quoi, à peine. C'est ça qui est bien. Tout juste. Comment dire? On va dire que j'ai commencé par travailler sur moi. Je vais dire un truc bateau, mais bon, c'est pas grave. La santé, voilà, c'est quelque chose, et le bien-être en général, c'est un truc global, et pour moi, il faut commencer par soi, il faut être bien, à peu près bien, on est d'accord, mais voilà, avoir un certain équilibre et une certaine assurance aussi dans son système. Et puis moi, j'ai clairement, ça a été la bonne surprise de l'installation. Au fil des ans, au départ, en fait, on dit, oui, tu es agriculteur, tu es installé, mais tu maîtrises pas grand-chose, en fait. Tu maîtrises pas grand-chose, parce que le troupeau voit bien que le référent a changé. C'était plus mes parents, c'était moi. Il a bien perçu ça. Et mes parents étaient toujours là, mais clairement, voilà, et les animaux le ressentaient, je pense. Donc moi, j'étais un peu, quand on s'installe, c'est quelque part, on se prend beaucoup de choses d'un coup, beaucoup de choses à accumuler d'un coup, beaucoup de stress. Et donc les animaux, et pas cette assurance-là, pas cette expérience. Donc des erreurs, et puis le troupeau, pas bien. Et donc au fil des ans, j'ai compris que si je voulais être bien, si je voulais que mon troupeau soit bien, il fallait que ça s'est fait assez naturellement en fait. Donc voilà, commencer par ça, et puis... Et ça, les OP vous accompagnent pas, pour lesquels vous distribuez vos terres, sur le bien-être animal, il n'y a pas de formation pour Non, rien. Alors après, je me suis installé donc du coup en 2007. Ouais, moi c'était très tôt. Mais non, rien. On prend de l'assurance, on voit que ça marche, et au fil des ans, on est toujours là, donc ça aussi, déjà, c'est une assurance. Et puis, moi, vraiment, dans mon parcours, ça a été déterminant, l'adage, le CIVAM, donc cette agriculture de groupe. On se retrouvait, c'était assez régulier tous les mois, avec des gens qui avaient de l'expérience, qui étaient installés depuis 20, 30 ans, 35 ans, en herbe. Moi, je voulais aller là. Mes parents, c'était pas les bons référents pour ça, parce qu'eux, ils avaient leur système dans leur carrière, et évidemment, ils faisaient du pâturage, mais c'était pas un système vraiment pâturant, à 100%. Et donc quand on a fait des journées, il y a eu des formations ici vraiment ultra déterminantes, où j'étais crevé à la fin de la journée, et j'étais même, je m'en étais pris, comment dire, l'ego est touché, quoi, parce qu'on dit, on est éleveur, on pense travailler bien et tout, puis en fait, on se prend plein de réflexions qui
sont hyper salutaires si on les prend pas mal en fait. Et donc il y a eu une des journées là qui a été vraiment déterminante. Ils m'ont dit non mais ta salle de traite Samuel, là, c'est une tandem 2x2, tu vas te dégoûter. Et moi dans ma tête je voulais pas investir. J'avais pris la ferme, je voulais pas investir. Et ils m'ont dit Samuel, tu vas te dégoûter si tu continues comme ça. Tes chemins à vaches là, il faudra absolument faire des chemins. Ta stabule, ouais, il faudrait peut-être la réaménager un peu, faire des logettes, des racleurs. Et puis hangar à fourrage, ce serait pas mal quoi, parce que là et en plus ton hangar il est en train de tomber et tout, voilà. Et donc quand ils sont revenus 1 an et demi après, Sivam, l'adage, ouais. J'ai fait tout ce qu'ils m'ont dit. J'ai fait en 2010, j'ai fait le hangar à fourrage, j'ai fait une nouvelle salle de traite, j'ai fait la stabule, des nouveaux racleurs, des nouvelles logettes avec des matelas. Et j'ai réaménagé tout le bloc nursery et tout. Alors aujourd'hui, c'est pas un investissement de combien à peu près? 185 000. Et donc à la formation d'après, ils ont dit faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit, parce que Samuel il est influençable. Et les pratiques de pâturage, elles ont évolué de quoi vers quoi? Eh bien, en fait, c'est lié par rapport au maïs, où j'avais encore dans les débuts une douzaine d'hectares de maïs. Et puis j'avais du blé et du mélange céréalier, ça a été un moment concomitant. Et donc en fait, j'ai augmenté la part d'aide, puis après plus d'ensilage de maïs. Donc c'est comment gérer ce pâturage tournant, comment bien débrayer, quelle taille de parcelle, quelle technique de fil avant ou pas. Puis après je me suis mis aux fauches broutes. Et donc c'est le fait de faucher et puis de mettre les vaches à pâturer dans la parcelle. Enfin voilà, plein de choses comme ça. Et puis quel système, ensilage, enrubanage, ou foin, les betteraves, est-ce que je garde ou pas? Donc ça j'ai toujours gardé. C'était compliqué en bio, mais voilà, c'était de prendre de l'assurance dans le pâturage. Donc ça, voilà, première chose ça a été ça, prendre ma place d'éleveur et de chef de troupeau. Et puis après, ça a été de prendre du temps, parce que à un moment donné, j'étais pas loin de l'overdose. Puis après, il y a quelqu'un qui a dit une expression qui m'a assez parlé, le blues des 4-5 ans d'installation, là, où on donne tout, là, au début, on veut que ça marche, et puis voilà. Et puis après, on est un peu moins épaulé, un peu moins d'aide aussi, publique, et puis hop, on n'est plus JA. Et on est comme un grand, mais sauf que on n'a pas encore l'expérience de comme un grand, et on a la fatigue de tout ce qu'on a donné au départ. Donc ça je l'ai eu. Est-ce que vous avez eu aussi la reconnaissance des vaches? Alors parce qu'au départ vous disiez vous étiez j'exagère, un étranger un peu. Ouais. Est-ce qu'une fois ces investissements, cette assurance prise, vous l'avez vu dans le regard des vaches? Ouais. Ah bah oui. Puis là aujourd'hui c'est du billard. C'est vrai qu'on a, c'était, ouais, c'est ça, comme j'ai dit, la bonne surprise, quoi. La bonne surprise quand on est en devenant agriculteur, c'est ça, cette relation avec le troupeau et la relation avec les autres agriculteurs que j'avais pas mesuré, l'engagement dans les assauts et tout ça que j'avais pas mesuré, l'épanouissement que ça pouvait fournir. Et ouais, les vaches là. Donc prendre du temps pour moi, et du coup ça s'est concrétisé vraiment là avec la monotraite. Donc supprimer la traite du soir, j'étais à tâtons. C'est quoi la règle de décision? Alors qu'est-ce qui motive cette décision? C'est de s'affranchir d'une barrière culturelle, enfin, c'est de débloquer un... Moi je ne l'imaginais même pas en fait, j'imaginais vraiment, parce qu'il faut des exemples pour ça. Du coup un des déclencheurs ça a été c'était même pas une réunion technique, c'était dans le CA de l'adage, en mangeant à midi, souvent c'est là où ça se passe. Et c'était un éleveur de Michel Sauvé à Dinger qui m'a dit je suis en monotraite, voilà. Et puis moi j'ai commencé à réfléchir à l'histoire des vélages groupés. Et puis une des choses séduisantes dans cette technique-là, c'était le vélage groupé monotraite. Souvent c'est associé. Et j'ai échangé avec des techniciens, notamment une du Finistère, Isabelle Lefayet. Et puis elle aussi, ça a été un autre déclencheur, une discussion par téléphone à la va-vite, mais qui m'a dit non mais c'est deux techniques bien différentes en fait, la monotraite et le vélage groupé. Donc voilà, les déclencheurs ça a été ça, des petites conversations comme ça, et puis après de passer à l'acte parce qu'on a une belle soirée avec une asso, théâtre d'impro, et puis si je rentrais ici pour faire la traite du soir, ça cassait tout, enfin pour moi en tout cas. Du coup j'ai dit là je vais rester, et puis voilà, et puis après
Après, on dit, ah bah si, on y va, on fait la monotraite. Puis il y a la belle-mère qui arrive, il faut l'amener à l'aéroport. Et puis ben là, bon, ce soir, on retourne à la monotraite, ça va être plus pratique. Puis là, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas bon d'être entre les deux comme ça, parce que j'allais prendre ce réflexe-là très facilement. Mais de temps en temps, en double traite, même pour le troupeau, je me suis dit, c'est pas bon. Donc je me suis dit, bon, on y va, monotraite. Toute l'année La monotraite, c'est pour vous ou c'est pour les vaches? Bah, du coup, c'est les deux. C'est les deux. Et en quoi elles y gagnent, les vaches à la monotraite? Elles travaillent moins. Donc, elles ont une baisse de production de 25 à 30%. Alors, Est-ce que vous assimilez à du travail en moins, donc? Ouais. Et ben, qui se voit sur leur corps. Hein. Non, là, ça va pas être le cas cette année, mais l'année dernière, puis souvent, j'avais tendance à rationner l'hiver en tout cas, un peu juste en fourrage. Donc des fois, j'achetais un peu pour complémenter, mais je rationnais en double traite. Ouais, elles étaient des fois, elles sortaient de la stabule un peu en porte-manteau. Là, j'ai plus cet effet-là, quoi. Elles sont toujours, voilà, on les rationne, mais elles gardent un bel état, quoi. Elles gardent un bel état, donc ouais, moi je le vois. Et puis, du coup, c'est une de mes motivations aussi, et c'est une de mes ambitions, de vraiment faire des longues carrières à mes bêtes, quoi. Combien d'années? Alors là, aujourd'hui, ma plus vieille, elle a 9 ans. Et moi, j'aimerais vraiment aller au-delà. Et en production laitière, en moyenne, vous êtes sur combien? Là, je suis autour de moyenne d'étable 3008. D'accord. Oui, standard? Ouais. 3008, la lactation. Ouais. Moi, je connais rien. Le passage en monotraite, il y a des problèmes techniques sanitaires à régler par rapport aux mammifs, aux choses comme ça, parce qu'il y a une transition qui est délicate, ce passage délicat quand même, ou pas. Et après encore, est-ce que ça reste un défi un peu technique, un peu sanitaire ou pas? Ok. Ce qui est chouette avec la monotraite, c'est que c'est vraiment très simple et réversible aussi, mais il n'y a rien à mettre en œuvre. C'est juste, faut arrêter. C'est comme le maïs en fait, il suffit d'arrêter d'en semer et puis c'est terminé. Et ben la monotraite c'est pareil, il faut juste arrêter de faire le soir. Et non, au préalable, il faut juste quand même s'assurer que c'est à peu près sain au départ. Parce que là il y a un troupeau où il n'y a pas de problème de locaux et faut avoir réglé les problèmes si on en a. C'est vrai. Et vous avez eu des accidents, entre guillemets, des pépins? Non, moi quand j'en ai eu, c'était en double traite, c'était en 2010, avant les travaux, là, c'était dans ma période de stress. Et du coup, ça c'est une des manifestations du troupeau, c'était ça. Ça s'est déclaré avec des mammites, et j'arrivais pas à m'en sortir. Et je m'en suis sorti avant de passer en monotraite. Et là, en cellule, vous tournez à combien? À peu près? Non, j'ai pas de pénalité. Je suis en moyenne autour de 200. Ouais. La race, c'est quoi? Alors, moi, je suis en Primostein. J'ai repris un troupeau de Primostein. C'est une race que j'adore, qui est parfois stigmatisée, mais moi, j'adore la défendre. Et en plus, c'est une race qui est hyper bien adaptée à la monotraite. Parce que, en fait, par exemple, si on a des bretonnes pinoires, il ne faut surtout pas passer en monotraite. Parce qu'elle va se tarir. Avec la normande, c'est peut-être jouable, mais voilà, il y a ce risque-là où elle va vraiment, en plus, comme c'est une race mixte, elle va basculer. Voilà, elle n'est pas assez sollicitée, puis elle va passer vers la mer. La Holstein, elle est tellement omnibulée par faire du lait que même une seule fois par jour, elle dit ok, je vais tout donner à cette traite-là. Et une vache qui produit moins, elle mange moins, c'est par rapport à l'autonomie alimentaire. Ouais. Mais je pense pas. Mais par contre, elle va manger comme une qui est en double traite, mais elle va toujours avoir un bel état. Alors, comment vous gérez la baisse de 25 au plan économique? Comment vous gérez la baisse de 25 à 30% de la production? Il faut que ça passe. Comment? Il faut que ça passe. Parce que j'imagine pas en fait repasser en double traite. Mais effectivement, c'est délicat, donc il faut faire aucune erreur. Il ne faut pas avoir de perte.
y a moins le droit à l'erreur. Il faut que tout passe bien. Alors, on diversifie un petit peu, on fait un peu de vente de viande. Hop, ça aide. Les veaux, ça on en reparlera aussi. Mais, de la viande de vache ou bœuf et génisse en colis. Est-ce que ça vous fait pas déplacer du boulot ailleurs? Ce que vous avez gagné sur la traite, en dehors des aspects bien-être, hein, est-ce que ça vous décale pas le... Là, il y a d'autres choses, je vais en parler après, mais il y a d'autres choses qui déplacent du travail ailleurs. Mais là, sur la vente directe de bœuf, en fait, ça représente 4 bêtes par an, puis je les fais en même temps. Je fais une opération coup de poing un peu. Puis c'est le découpeur qui vient les chercher, ils vont à Cran. Vous gérez que la vente. À l'abattoir de Cran. Et du coup, moi, je gère que avec Lydia, on gère les réservations et puis on se fait un week-end vente. On vend ici, puis après on part à Henry, en Val d'Oise, on a des amis là-bas, et puis là-bas on redistribue l'équivalent d'une bête en colis. Donc c'est même un plaisir en fait, c'est presque des vacances peut-être pas, mais voilà, c'est une fois par an, et puis économiquement c'est intéressant. Le regard des autres éleveurs et le regard de Biolay sur la monotraite. Alors Biolay c'est facile, ils encouragent à la monotraite. Parce que justement, pour réguler, on a eu un système de mécanisme de régulation interne. Et donc, une des solutions préconisées par Biolay, c'était la monotraite. Donc voilà. Et puis, les autres éleveurs, là, en ce moment, ça bouge pas mal. Et c'est... Autant, il y a même 5 ans, c'était quelque chose où les gens, ils imaginaient même pas que c'était possible. Voilà. Et là, aujourd'hui, il y a beaucoup de curiosité, je trouve. Et notamment pour ceux qui n'ont pas pris la solution robot ou arrêt du lait, vu la pression au niveau du temps, là, ils voient ça comme une vraie alternative, surtout que ça se développe en fait. Après, en Ille-et-Vilaine, on n'est encore qu'une poignée là-bas, mais en Côte d'Armor un peu plus. Alors eux, plus associés avec le village groupé. Voilà. Après, ça peut être aussi une piste pour ceux qui veulent s'installer aussi. Ouais. Parce que souvent la crainte, c'est le temps passé dessus. Donc, c'est vrai. Et quand vous avez changé votre salle de traite, est-ce que la question du robot, vous l'êtes posée? Non, jamais. Pourquoi? Parce que pour moi, la traite, c'est une interface indispensable avec mon troupeau. Tant que je suis éleveur laitier. Après, peut-être un jour, j'arrêterai le lait, mais aujourd'hui, c'est pas d'actualité. Mais en tant qu'éleveur laitier, au-delà du fait de l'investissement que je trouve démesuré, et puis au-delà des inconvénients du robot, même si des fois ça marche bien et tout ça, mais il y a quand même ce bracelet électronique où moi j'ai des amis qui se font réveiller la nuit, puis de manière fréquente, voilà, donc moi ça je veux pas. Voilà. Et alors là, d'autant plus avec la monotraite, aujourd'hui ça me manquerait en fait de ne pas faire la traite. C'est presque mon jogging du matin, quoi. Alors vous travaillez de quelle heure à quelle heure? Je commence, on va dire 7h, 7h30. Ouais. Parce que la traite est rallongée du coup? C'est vrai. Ah oui, et la fin, 9h. 9h sans le lavage et tout ça. En plus, moi je suis en monoquet, donc c'est un peu plus long. D'accord. C'est combien de... Moi j'ai un troupeau de 40 vaches. En production. Ouais, après j'ai la particularité de mettre mes taris avec le troupeau. Et les jeunes aussi, donc en fait j'ai un seul troupeau. Enfin, sauf sur l'autre site où j'ai des genisses plus grandes et des bœufs. Et les génisses sevrées. Est-ce que vous mettez les veaux avec leur mère? C'est ce que vous m'avez expliqué par certains veaux sélectionnés. Disons que tous ceux que je garde, maintenant, j'ai fermé la nurserie, donc je les laisse avec les mères. Alors au niveau de la traite, ça se passe comment Si le veau il tète, la mère elle
Bah, traînez pas. au bout de 15 jours, ça sert plus à... Ouais, on va dire au bout de 3 semaines. Qu'au départ, on a encore un peu de lait. Puis au bout de 3 semaines, un mois, oui, ça sert plus à rien de la traire. Ouais. Donc elle reste dans le pâturage. Non, je ramène tout le monde. Comme ça, le veau, il vient aussi là. Enfin, il a le même rythme que le troupeau D'accord. tout le temps. Donc j'ai pas à trier en plus. Et puis ça se trie naturellement. Et vous appliquez ça à quel effectif de votre troupeau de 40 vaches? On va dire... mon objectif, c'est relativement nouveau. Mais mon objectif, c'est d'en garder 5 génisses de renouvellement, plus 2 à 3 mâles. Donc ça fait... Ça fait 8 bêtes Ouais. sur 40 à peu près. Ouais, on va dire ça. Donc sur lequel vous faites une croix sur le lait en clair. C'est exactement ça. Ok. Ce qui participe aussi de la baisse de production. Oui. Et là donc c'est un aspect bien-être. Enfin c'est le veau, la mère, c'est la motivation première et unique. Ouais. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Après, j'avais un élevage de genisses où ça marchait pas trop mal. Je les mettais avec les mères dans les box. On va aller voir tout à l'heure. J'ai évolué, mais on va dire une semaine. Après, je les séparais dans la nurserie. Voilà, ça se passait pas trop mal. Après, ils avaient là une parcelle dédiée, et puis je les alimentais au cornadi que vous voyez là. Je leur mettais des betteraves tranchées l'hiver, mélange céréalier, puis ils étaient bloqués là pour l'insémination. Donc c'était assez efficace. Et à la mise à la sortie, à la mise à l'herbe, ils avaient toujours la même parcelle. J'avais fait une clôture néo-zélandaise et dans un verger. Enfin voilà, ça marchait vraiment bien. Et cette pratique-là, du coup, ça marchait bien. J'ai eu beaucoup de genisses. L'erreur classique de garder les genisses parce qu'elles sont belles, parce que machin. Et donc j'ai eu trop de genisses à un moment donné. Et on a une grosse vague de coccidiose. Donc là c'est dur parce qu'on pense bien faire et puis on veut bien faire, on met de l'énergie pour bien faire. Et puis là on a des bêtes qui tombent comme des mouches. Enfin, la coccidiose c'est assez violent. Là c'est un épisode assez violent. Et vraiment comme des mouches, quoi. Alors il n'y en a pas eu 40, mais là on en a eu 3-4 à suivre là. En plus on peut rien faire. Enfin, et donc là on n'a pas eu d'alerte forcément. Enfin, on voyait bien que c'était des... Mais voilà, puis on n'a pas su voir non plus sans doute. Ça marchait bien comme ça et tout. Sauf que voilà, on avait saturé notamment ce pré-verger, je pense, puis aussi les nurseries et tout. Donc voilà, je me suis dit ouais, okay, c'était bien, mais en fait non. Là, il fallait changer. Donc, puis j'avais commencé ça, certaines, à laisser sous la mer. J'étais très curieux de la technique des vaches nourrices, où là, c'est de faire adopter 3 veaux par la même mère et tout. Après, la technique des vaches nourrices, elle a aussi ses inconvénients, un peu, notamment faire la croix sur cette mère adoptive. Enfin, voilà, souvent. Elle ne va pas survivre et puis aller les voir très très fréquemment parce que ça peut devenir des chevreuils, quoi. Puis moi j'aimais bien cette idée là de les avoir sous la main tout le temps. Et chaque année c'est pas les mêmes vaches qui gardent leur veau ou bien c'est toujours les mêmes? Non, c'est pas les mêmes. Non, ça dépend du veau. Ils en sont fait. pas frustrés la deuxième année? Alors c'est effectivement l'autre versant de ces techniques, c'est qu'il faut en garder peu, parce que sinon on passe en troupeau allaitant, quoi. Si on veut continuer de faire du lait, donc c'est de baisser le taux de renouvellement en maximum. Donc moi, on est peut-être sur du 15% là. Peut-être même, j'aimerais bien baisser encore en dessous, en taux de renouvellement. Et donc ça veut dire que tous les autres, ils partent. Je les laisse aussi sous la mer, mais à 3 semaines, ils partent. Au marchand de veau en filière classique. Et moi, ce que je vois en vision pour améliorer cette pratique-là, c'est d'organiser collectivement une filière de veaux bio, par exemple, ou de bœuf bio. Et ça, voilà, je suis optimiste parce que c'est une question qui revient souvent dans nos réseaux où on n'est pas satisfait de ce que deviennent les veaux, quoi. Enfin, il y a un côté sous-produit d'un industriel où on est mal à l'aise avec, quoi. Mais voilà, une des solutions pour moi, c'est de... Ils partent en bio ou pas du tout? Ils partent en générique? Non, il n'y a pas de filière de veau bio, sauf de faire en direct. Alors on l'a fait ponctuellement, mais on voit que le bio, même en vente directe, c'est pas... Il n'y a pas une demande incroyable. Autant là,
Pour le veau, ouais. Autant en bœuf, là, c'est les gens qui appellent pour dire alors, c'est quand, ça vient quand et tout. Enfin, le bœuf, ça se vend comme du petit pain. Mais le veau, c'est pas le cas. De ce que moi, je vois. Et vous voyez comment ça, ce serait un groupe d'éleveurs ici ou c'est à une échelle plus importante auprès de Violet s'ils sont réceptifs Ça peut être une solution. Ou avec BVB, ça peut être aussi une solution. Bretagne Viande Bio, là. Violet, mais je verrais bien une échelle départementale. Donc à voir, mais je pense que ce sera un beau projet pour quelqu'un qui veut s'installer avec des animaux, mais sans forcément faire la traite, d'avoir des vaches nourrices et puis d'accueillir les veaux des laitiers bio du coin, puis d'aller carrément jusqu'au bœuf. Ouais, ce sera un beau projet. Je pense que c'est quelque chose qui peut être viable. Un mot sur la fertilité de vos vaches, vous êtes dans la moyenne Voilà, c'est vraiment bon. Je crois que tu as les chiffres, toi. Je ne veux pas forcément de chiffres, mais... Ouais. Non, mais vraiment, l'inséminateur, il revient rarement. Alors, des fois, bien sûr, hein, mais je suis peut-être à moins d'1,5 de réussite d'IA par vache. C'est vraiment bon. Okay. Ouais. Après, j'ai des lactations longues, puis je ne suis pas forcément à 70 jours. Hein. Et voilà, je pense aussi, je crois aux lactations longues. Pardon Samuel, mais c'était la question. La vache qui a gardé son veau une année, qui ne garde pas le deuxième veau, est-ce qu'elle est frustrée? Vous pouvez sentir un changement dans son comportement quand elle voit le deuxième veau partir alors qu'elle avait pu garder le premier? Ok. J'ai pas perçu, non. Ouais, quand même. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a certaines qui deviennent du coup adoptives par cette habitude peut-être de l'année précédente. Elle partage Ouais. Notamment certaines des fois des génisses qu'ils s'en occupent moyen ou comme ça du moment de la naissance. On a pu avoir ça. Après, est-ce que c'est par rapport à la frustration? On ne sait pas. Non, mais oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a plus ça qu'avant, le côté mère adoptive, ouais. Et non, moi, ce que j'ai noté, c'est que, parce qu'au tout départ, j'arrachais le veau comme c'était préconisé par les vétos, même avant 2 heures, quoi. Et ben, je trouvais qu'elle déprimait. Elle était pas en colère, elle déprimait. Et quand j'ai commencé à laisser 1 semaine, 15 jours, et à l'enlever, à la mettre en nurserie, comme je faisais avant, ben là, elle était en colère, elle gueulait. Et le lait, dans votre chiffre d'affaires, en pourcentage, c'est 80? Oui, voilà, on va dire 80. Là, il y a donc il y a la vente de viande. Il y a un peu de légumes, mais on va dire c'est à la marge. Le jus de pomme, ça monte. Le jus de pomme, c'est un produit qui se vend vraiment bien, se stocke bien. Enfin, ça, j'aimerais bien augmenter. Et puis, ben là, on va le voir aussi après. Je fais la location de sauna. Ouais. Nous, on est plutôt là pour tester en fait. Ok, je comprends. Bah, on va l'allumer et puis c'est parti. C'est drôle. Ouais. Diversification. Bah ouais, voilà. Non, mais j'ai un passionné de sauna. Et puis j'ai toujours voulu en faire, fabriquer un à la ferme. Pendant longtemps, je voulais le mettre autour de la salle de traite, tout ça. Puis bon, j'ai jamais fait. Puis avec un ami, on s'est dit, mais si on le faisait sur une remorque, on pourrait en plus le mettre le faire partager et puis le louer, quoi, pour des fêtes et machin. Et ça marche pas mal, ouais. Ça marche pas mal. On va aller par là, on va aller voir les brebis et puis après on va descendre voir les vaches, tant qu'à faire. Ça, vous allez voir. Bon, moi, alors notamment en vente directe, parce que pour la qualité pour elle, mais aussi pour la qualité de la viande, je fais attention à c'est pour ça aussi que j'en fais 4 d'un coup, comme ça ils partent ensemble dans le camion à 4. Et ça, je pense que ça aide. Enfin, pour qu'il n'y ait pas de stress, et du coup pour elle, et puis la qualité de la viande. Et en réforme aussi, toujours par 2, jamais une toute seule. Mais même pour le simple fait au niveau de la sécurité, pour nous, pour l'embarquement, enfin, c'est 1000 fois plus simple. Dès qu'elles sont 2, mais isoler une, mais même pour les inséminations, je fais attention.
Des fois, le scie peut, même si elle est à 5 mètres des autres, mais si elle se sent isolée, ça va plus du tout. Alors que dans le troupeau, tu ne l'entends jamais, quoi. Donc ça, c'est attention. Mais après, les pistes d'abattage à la ferme, dans le 35, on y travaille aussi. Et, alors on est plus, nous, partis sur l'idée d'un caisson. Mais du fait que nous, on a des abattoirs assez proches, eh bien, après, on a 2 heures pour y aller, ou 1 heure, je crois. Enfin, bref, bon. Donc voilà, on est plutôt parti sur cette idée-là, et je pense que ça aboutira, ouais. Il y a encore un peu de chemin oui. avant de changer les mentalités, globalement. Mais... Pour, à l'échelle de la filière... Ah oui. Ouais, alors là, il y aurait au moins, on a trouvé des abattoirs qui seraient par rapport à cette formule, il faut que l'abattoir soit dans la boucle, parce qu'on amène la bête morte chez lui. Eh bien, on aurait des abattoirs qui seraient coopérants. Okay, pour prendre les... Ouais. Est-ce que vous remplacez quelque part un peu de ce qu'ils font aujourd'hui, donc c'est perçu comme de la concurrence. Ben ouais, sauf qu'avec cette formule-là, il y a juste le côté, il y a juste l'abattage en fait. Et le reste, on aurait besoin d'eux. Oui. Donc ça, je trouve ça assez malin. C'est juste la mise à mort et point barre et après la bête. Ouais, c'est ça. Il y a tout le caisson pour récupérer tout le sang évidemment. Et puis après avoir, donc c'est pas encore concrétisé, mais ça c'est quelque chose que je trouve effectivement idéal. Et quand vous dites on réfléchit, c'est qui? Il y a un groupe. Dedans il y a la conf, il y a la DEAR, il y a je pense qu'il y a aussi accueil paysan, il y a l'adage, le CIVAM-adage. Voilà, j'en oublie, hein, mais voilà. Sur de la vache, sur des vaches. Alors du coup là ce serait plus bovin, ouais. Et par exemple si ce système fonctionnait, est-ce que vous pourriez l'utiliser à 100%? Ou c'est vraiment pour ponctuel quelques vaches? Si ça fonctionne et que c'est fluide et que c'est bien organisé et que c'est, je pense que ça, et si nous on s'y retrouve et que c'est une expérience qu'on trouve vraiment, cette idée-là, moi je suis à l'aise avec le fait que mes vaches aillent à l'abattoir. Et est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait de les abattre ici au coin de la haie là? Ce serait encore mieux. Mais comment vous imaginez, comment vous allez appréhender cette situation? Ouais, comment vous voyez où vous pendant cette phase-là? À côté, jusqu'au bout, l'accompagner. Alors le geste, je pense que l'idéal ce serait de le déléguer à quelqu'un qui a vraiment le geste, mais justement de l'accompagner jusqu'au bout et qu'elle elle soit rassurée jusqu'au bout. C'est comme une euthanasie, quoi. Et vous voyez, là... Ce mot vous gêne? Non, c'est pas le mot, mais c'est... Parce que c'est... J'ai envie de dire quand même, c'est de garder le mot abattage, parce que c'est pour ça que je suis à l'aise avec ça, parce que moi, je suis pas à l'aise quand je perds une vache, et parce que... je sais pas, moi, la dernière fois que j'ai perdu une bête, c'est bien, ça fait longtemps, mais... ou c'est une erreur, ça vient d'une erreur de moi, et puis elle est juste malade. Et où, comme les génisses qui avaient la coccidiose, là, je me sens vraiment mal. Si j'ai une vache qui est vraiment en bel état, qui a eu une carrière, une très longue carrière, et qui part à l'abattoir, je lui dis merci. Et puis là, maintenant, tu vas continuer à nourrir mes collègues humains. Enfin, oui, voilà, c'est plus avec le lait, mais là, c'est avec ta viande. Et non, moi, j'assume ce fait complètement. Il faut passer par la mort pour avoir la vie derrière. Et puis en viande, ça se voit vraiment parce qu'on tue des mammifères. Donc, mais là, je suis vraiment à l'aise. Et à la rigueur, c'est de vendre le veau à 3 semaines dans une filière que je maîtrise mal, où là je suis moins à l'aise. Ouais. On va continuer, on va aller voir les vaches. Donc il y a l'histoire de la peste de production liée à la monotraite, et puis les vaches qui élèvent leur veau. Ça fait des sous, hein? Ça fait des sous, mais... Parce que déjà le 25%, c'est déjà 25%. Ouais. Donc au lieu de passer à 2,380, on est déjà à 400 et des veaux bien sonnés. Après, l'histoire des veaux, je le vois aussi, il n'y a pas forcément besoin d'une compensation exacte du lait en face, au niveau sous. Moi, je le vois comme un investissement. Et je parlais tout à l'heure de mon ambition d'avoir des carrières de
15 ans. Donc on est, parce que là c'est n'importe quoi, enfin je veux dire, il y a des fois l'animal il est vraiment trop vu comme un outil et donc à 2 ans il fait un veau et puis à 4 ans et demi il part quoi. Et donc même économiquement, enfin c'est pas extraordinaire. Donc des carrières longues. Je pense que vraiment c'est très rentable économiquement à long terme. Mais pour ça, il faut des animaux qui ont eu une enfance vraiment sans aucune souffrance. Donc c'est pour ça que je le vois comme un investissement. Est-ce que vous pensez que le travail que vous faites peut participer de la meilleure acceptabilité de l'élevage qui est remis en question aujourd'hui par beaucoup de gens, mais est-ce que c'est aussi derrière, s'il doit rester de l'élevage, ça sera ça et accepté par le plus grand nombre? Voilà, effectivement. On a besoin d'élevage, on a besoin, ne serait-ce que même dans tous les systèmes de culture, pour avoir des bonnes cultures. Enfin, je vois pas ce qu'il y a de mieux que des prairies dans les rotations. Pour avoir des prairies, je vois pas trop ce qu'il y a de mieux que d'avoir des animaux. Et je pense que ça, et puis même la relation avec l'animal, quoi. Enfin, l'élevage, on a vraiment un trésor, et puis la société ne peut pas se couper comme ça de relation avec les animaux. En tout cas, enlever ce pilier-là de l'élevage. Donc oui, bien sûr, moi je crois vraiment à l'élevage. Il y en aura moins. Ça, je pense que tout le monde l'a à peu près compris. Et donc, on va monter en gamme. Et donc, oui, effectivement, il faudra que le respect physiologique des animaux soit respecté et que la relation avec leur... Vous pensez que ça sera un gage d'acceptabilité plus fort demain par la société? Ouais, c'est sûr. L'élevage, oui, ça c'est sûr. Mais un élevage... de luxe. On pourrait vous surprendre un jour par an dans une situation de maltraitance relative. Hein. Je ne parle pas des images qu'on voit. Hein. Ouais. On pourrait, ça vous arrive, bien malgré vous, être dans une situation de maltraitance animale ou de mal, enfin je sais pas comment dire. Je trouve que c'est vraiment une bonne question. Et merci de la poser parce que par exemple j'ai vu un film Petit Paysan. C'était avec quel acteur, je ne sais plus, vous allez m'aider. Swan. Merci. Je connais son prénom. Swan Arnaud. Ouais. Et donc, le film est pas mal, et voilà, mais c'est un fils d'éleveur, et puis qui est le réalisateur. Et puis à un moment donné, il monte une scène où l'éleveur il s'énerve. Il s'énerve quand il est mal, la situation elle est vraiment merdique et je veux dire dans sa vie, dans sa ferme. Et puis là il est fatigué, il est en stress et la vache elle veut pas rentrer dans la salle de traite. Et lui il s'énerve, il jette le bâton par terre. Et là j'ai dit c'est pas crédible, c'est pas crédible. Donc oui ça m'est arrivé dans des situations de stress là dans les départs. Où effectivement, j'ai pas fait n'importe quoi non plus, mais c'est là où on se dit, alors quel homme on est, quoi, comment on est avec l'animal, parce qu'on a cette position de domination extrême, mine de rien, il n'y a personne, il n'y a pas de caméra, quand il y a pas, et donc on peut faire de l'abus de pouvoir, parce que je pense que pour que ça marche bien, il faut se considérer comme le chef du troupeau, et donc quel chef on est, ça nous montre un peu ça, quoi, sans contre-pouvoir, et donc ça m'est arrivé, ouais. Et alors ça m'est arrivé, c'était quoi? C'était des coups de bâton, mais voilà, sans retenue. Et après on se dit, alors qu'est-ce que ça veut dire? Et, voilà. Et là aujourd'hui, je pense pouvoir dire, du fait que j'ai travaillé sur cette relation au troupeau, sur le fait d'avoir d'autres sources d'épanouissement que la ferme et le travail, et de considérer, de regarder le troupeau autrement aussi. Alors là, aujourd'hui, je suis assez fier de la manière dont je travaille avec elle. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.